Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Brut de préférence, donc des interviews au sein de Volodalen. Nous sommes aujourd'hui avec Jonathan. Alors Jonathan, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour. Donc je m'appelle Vandenabel Jonathan. Comme son nom l'indique, je viens de Belgique. Et puis ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans le monde du coaching. Et il y a maintenant 1 an et demi, je suis arrivé chez Volodalen. Et donc je suis responsable du côté plutôt pro du sport, essayer de développer un peu ce côté pro du sport au sein de chez Volodalen, que ce soit dans les coachings ou dans les formations. Ok, très bien. Donc tu as fait des études dans la préparation physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Alors c'est assez long, hein, j'aime bien parler, donc ça va être assez long en information, mais j'espère raconter des choses plutôt intelligentes. Donc moi j'ai fait mes études en Belgique, et puis la grande différence, il y a peut-être ça dans les autres pays, je connais pas, mais on a 2 grandes structures différentes. On a les universités, et puis on a les hautes écoles. Moi, j'ai commencé à l'université, donc c'est l'équivalent de 5 ans, et puis à la haute école, c'est l'équivalent de 3 ans. Et j'ai eu l'avantage, quand j'ai commencé mes études d'éducation physique sur 5 ans, du coup, c'est de très tôt commencer dans le coaching. C'est-à-dire que quand j'ai eu 17 ans et que je suis rentré en première année à l'université, on m'a proposé un job en gymnastique en tant que coach. Alors ça, c'était assez intéressant parce que du coup, je pouvais directement faire le lien entre... C'est toujours intéressant quand on a une nouvelle connaissance et d'essayer de l'appliquer directement sur le terrain. Et là, j'avais l'occasion de le faire, c'est-à-dire que dès que j'apprenais quelque chose de nouveau, que ce soit en anatomie, en physiologie ou peu importe dans le milieu du coaching, je pouvais directement le tester avec, alors c'était pas un gros niveau au début dans la gymnastique, mais je pouvais quand même essayer des choses sur le terrain. Et très vite, je me suis rendu compte de 2 choses. C'est que la première, l'université m'emmerdait royalement, parce que j'avais un mec qui parlait à son tableau et puis j'étais pas du tout dans ce style-là. Je suis très relationnel, moi, déjà de base. Donc j'avais besoin d'un prof. Je devais avoir l'impression qu'il me parle à moi. Et en plus de ça, je devais avoir l'impression que ce qu'il me disait, je pouvais directement l'utiliser sur le terrain. Et c'était pas du tout le cas. J'avais commencé mes études déjà de sport donc dans les années inférieures, déjà à partir de la 3e humanité, donc c'est aux alentours de 14 ans. Donc j'avais déjà un bagage théorique et puis surtout pratique, et donc j'avais besoin de mettre en pratique ça, et je ne le retrouvais pas du tout à l'université. Par contre, ce que je me rendais compte, c'était que ce qu'on m'expliquait à l'université n'était pas toujours soit représentatif de la réalité, soit applicable sur le terrain. Et donc j'ai toujours eu un conflit entre guillemets avec ça. Donc j'ai passé la première année, et puis arrivé en 2e année, j'avais toujours ce même constat dans différents sports. Et donc il m'est arrivé un grave accident à la fin de l'université en 2e, et donc j'ai dû quitter l'université en fait. Et donc j'ai dû aller en haute école. Et là c'était l'inverse. C'est que à l'université j'avais énormément de théorie, et puis très peu de mise en application pratique, ou en tout cas on ne faisait pas les liens directs entre ce qu'on nous disait et puis ce que je voyais sur le terrain. En haute école, c'est beaucoup plus pratique. Donc dès le départ, pour faire par exemple une comparaison, en haute école, sur les 3 ans, il y a plus ou moins 500 heures de stage réparties sur les 3 ans. À l'université, sur les 5 ans, il y en a, si ça n'a pas changé, en tout cas à mon époque, c'était 60 heures de stage. Donc la différence fait que dès le départ à la haute école, on applique très vite ce qu'on nous apprend. Par contre, il y a moins de théorie. C'est beaucoup plus pratique. Et que ce soit à l'université ou à la haute école, de nouveau, je retrouverai la même chose. C'est-à-dire qu'on nous donne de la théorie, c'est très bien. On nous donne plus de pratique à la haute école, c'est très bien. Mais il manque un lien crucial. En tout cas pour moi, c'était comme ça que je le voyais. Il manquait vraiment un lien crucial. Et ce lien, il était notamment fait sur ce qu'on appelle l'individualisation. C'est qu'on était quand même... Alors, à la base, on faisait ces études pour être prof d'éducation physique. Donc c'était encadrer des groupes scolaires. Après, à l'université, il y avait une bifurcation, on pouvait faire entraînement du sportif ou l'agrégation. Moi, j'ai pris l'agrégation, mais en haute école. Et même là, pendant qu'on faisait les stages, on se rendait bien compte que sur les 20 gamins qu'on avait en face de nous, on avait des grands principes théoriques à mettre en place, et puis ça fonctionnait pas. Alors ça fonctionnait pas parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous dit et puis ce qui est la réalité de terrain. Et je pense que là, encore plus notamment à l'université, parce qu'en fait, et ça c'est ma vision des choses, c'est que les profs universitaires ne sont plus du tout sur le terrain.
Donc il y a un décalage entre ce qui est dit. C'est un peu moins vrai pour les hautes écoles. Les hautes écoles, les profs sont un peu plus sur le terrain. Mais il y a quand même, je trouve, encore un décalage. Et donc quand tu retrouves avec 20 gamins où tu arrives avec tes grands principes, tes grandes théories, tu mets en application tout ça, puis ça marche pas, tu dis, qu'est-ce que j'ai foiré en fait? Est-ce que c'est moi qui ai bugué sur quelque chose? J'ai peut-être pas compris ce qu'on m'a dit en cours. Avec le temps, on comprend que c'est ce qu'on nous a dit en cours qui n'est pas spécialement applicable à tous les niveaux. Parce que quand tu dis que ça marche pas, c'est quoi? Ils progressent pas? Ils se blessent? La première chose, j'avais la même chose par exemple en gymnastique quand j'avais commencé, c'est est-ce que les gens me comprennent bien? Donc parfois j'ai l'impression je parle et c'est très clair pour certains, et d'autres, ils me regardent en mode mais qu'est-ce qu'il a raconté? Alors aujourd'hui je le comprends un peu plus facilement, le pourquoi est-ce que tu n'associes pas mes mots à une sensation que tu peux avoir. Aujourd'hui je le comprends mieux, et on y arrivera peut-être par la suite dans les explications. Mais jusqu'à l'époque je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi une chose que je disais qui était très simple, ça ne paraissait pas simple pour la personne. Et quand bien même ça paraissait simple pour l'une, ça ne l'était pas pour l'autre. Pareil pour des exercices. Comment est-ce que il pouvait y avoir des niveaux aussi différents sur des élèves qui normalement avaient évolué au niveau moteur de plus ou moins de la même manière? Pourquoi il y en avait qui étaient très bons dans des sports et puis nuls dans d'autres? Enfin, c'était toutes des grandes questions comme ça que je me posais, et donc je me suis dit, soit c'est moi qui bug, et donc je ne trouve pas la solution pour amener correctement, et ce qui était en l'occurrence le cas, hein, c'est pas un problème avec ça, c'est je n'avais pas les outils pour pouvoir amener la personne à réaliser ce qu'elle voulait réaliser. Après, voilà, il faut toujours se mettre dans un grand principe d'éducation, c'est que à l'école, on est obligé de faire certaines choses. Je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, très loin de là, mais en tant que prof d'éducation physique, on est obligé de faire certaines choses. On est obligé de rentrer dans un espèce de schéma, et à la fin de l'année, on doit avoir vu telle et telle compétence. Parfois, on aurait envie de dire, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose à cet âge-là, toutes ces compétences-là? Est-ce qu'on ne laisserait pas l'enfant se libérer au niveau moteur vraiment de manière naturelle et voir un peu où ça amène? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de rentrer dans cette espèce de case. En utilisant le matériel qu'on a, qui n'est pas toujours oufissime, sur des heures qui ne sont pas toujours très respectueuses du développement de l'enfant. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui font que, ok, entre ce qu'on m'a dit et ce que je fais, il y a quelque chose qui bug. En gymnastique, c'était pareil, c'était pourquoi est-ce que elle arrive à faire un saut, par exemple, très en extension, elle arrive à tendre ses pointes de pied, enfin tout est parfait, entre guillemets. Et puis j'ai une autre personne qui s'entraîne le même nombre d'heures qu'elle s'entraîne les mêmes jours, elles ont plus ou moins le même poids, même taille, enfin, elles ont tout de l'équivalent, entre guillemets, et puis, en l'occurrence, sur ce saut-là, c'est une catastrophe. Ça ne ressemble à rien. À l'époque, j'ai absolument pas la compétence, en fait, et les moyens de comprendre ce qui se passait exactement. Donc, tu as passé tes premières années assez frustré, en fait. Et puis, comment, du coup, tu as fait pour... Mais complètement. Alors, moi, j'ai un parcours où, je déteste rentrer dans des cases. Donc quand je suis sorti de l'université avec la haute école avec mon diplôme, j'étais tout content, et en même temps, je voyais bien que je m'en foutais un peu, parce que c'était pas ça qui faisait de moi quelqu'un de compétent ou pas, ce papier. Donc je déteste rentrer dans des cases, et la deuxième chose, c'est que j'ai une soif de connaissances, de manière générale, mais sur tous les sujets, pas spécialement dans le milieu sportif. Et donc la première chose, c'est quand je suis sorti de la haute école, et j'ai tiré en longueur, hein, les études, je les ai pas fait en une traite, hein, parce que j'ai du mal un peu avec l'autorité et puis les choses qui sont très carrées, j'aime pas ça. Mais je me suis dit, mais moi, il me manque beaucoup de connaissances, beaucoup. Enfin, j'avais l'impression qu'il me manquait énormément. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de formations complémentaires. Donc que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, j'ai été chercher, en tout cas, ce que je pensais être les connaissances manquantes. Donc par exemple, j'ai fait le FMS. Le FMS, c'est une manière d'aborder le mouvement et donc de screener, donc de faire des analyses pour après en retirer des données et dire s'il y a des déséquilibres musculaires, oui ou non. Et grâce à ça,
je peux peut-être limiter la blessure. Ok, s'il y a trop de déséquilibre, je vais me blesser. J'ai fait ça, j'ai pas eu mes réponses que je voulais. Puis j'ai été chercher le GMC qui est plus ou moins la même chose, mais plutôt tiré du monde du rugby. Bah pareil. Sur le moment même, c'était très intéressant, mais arrivé sur le terrain, voilà. Et chaque fois que j'allais, donc j'ai été chercher dans le monde du fitness, j'ai été chercher dans le monde de la préparation physique, j'ai chaque fois essayé d'uploader et d'upgrader toutes mes connaissances, et je me retrouvais chaque fois avec le même principe. C'est qu'une fois sur le terrain, il y a des choses qui ne marchent pas, ce qui est normal, hein, ça j'accepte de toute façon que tout ne fonctionne pas sur le terrain, mais je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où il y a un de mes meilleurs amis qui me dit, ouais, lui il est un tout grand préparateur physique en Belgique, il s'appelle Jonas Wallens et puis c'est un grand préparateur physique dans le monde du tennis. Et il me dit, ouais, j'ai découvert quelque chose sur les préférences motrices. À l'époque, lui il travaillait avec Action Types. Et donc je découvre les préférences motrices. Lui il n'avait pas fait toutes les formations, donc il m'explique pas tout en détail, mais je vois qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est que ça me montre que les gens sont différents, mais pas que différents au niveau visuel. J'avais bien compris que des grandes jambes ne donnent pas la même chose que des petites jambes sur un squat. À force de le voir, on le comprend. Mais disons que ça c'était ce qui était visible. Mais je ne comprenais pas après ce qui se passait à l'intérieur. Donc c'était plutôt au niveau musculaire, au niveau coordination, et ainsi de suite. Et donc il me fait 1 ou 2 tests à l'époque de cet Action Types, et là je me dis, putain, c'est quand même intéressant ça. Il y a une vraie différence. En plus, lui, c'est un aérien, moi je suis un terrien. Donc je voyais directement là, en moins de 2 minutes, je voyais qu'il y avait une différence de coordination. Donc là, ça me parle. Et je me dis, ah, ça peut être intéressant. Je me renseigne un peu sur Action Types, je comprends rien. Il y a des images partout, il y a des chiffres partout, il y a des couleurs partout. C'était pas assez précis pour moi. Et puis, vu que maintenant j'habite en Suisse, mais à l'époque, j'habitais pas en Suisse. Là, j'habite en Suisse et en fait, je me rends compte que j'habite à 40 minutes du laboratoire qui s'appelle Volodalen et je découvre petit à petit qu'ils font des formations sur les préférences motrices. Et je me dis, bon, allez, encore une formation que je vais dépenser un peu d'argent puis je vais aller prendre de la connaissance. Et donc, j'arrive à Paris et puis c'était avec toi, Thibaut, la première que j'avais fait. Et là, j'étais déjà dans une période où j'avais essayé d'emmagasiner beaucoup d'informations, j'avais dépensé beaucoup d'énergie pour toujours avoir les mêmes manques de réponses. J'avais toujours ces questions sans réponse. Donc j'étais déjà un peu fébrile dans ma manière de penser le sport et l'individualisation. Et puis là, j'arrive sur cette formation que je trouve super intéressante, mais je me dis, oh putain, c'est bon, j'arrête ce métier. En fait, ça fait 10 ans que j'ai juste rien compris à ce qui se passe. Alors, avec le temps, je me rends bien compte que, la manière de voir les choses, elle était normale. Parce que j'avais pris une sacrée claque. C'est-à-dire qu'avec des concepts relativement simples, en fait, puisque c'était le niveau 1, ça restait assez simple, j'avais l'impression que ça remettait en cause toutes les années d'études, toutes les formations en plus que j'avais fait, toute mon expérience. Aujourd'hui, je sais bien que c'est une erreur. Parce qu'en réalité, cette connaissance, elle venait juste appuyer en plus ce que je connaissais, et ce que je connaissais n'était pas à mettre à la poubelle, c'était juste de jongler entre les deux. Mais là, c'était tellement violent, j'ai pris vraiment une claque méchante, j'ai dit en rentrant de cette formation, je pense que je change de métier, j'en ai marre. J'en ai ma claque parce que chaque fois que je vais à une autre formation, je reviens avec plus de questions, et là, c'était même pas plus de questions, c'est John, tu t'es peut-être bien planté pendant 10 ans. Mais soit, j'accepte. J'ai une résilience à la douleur assez forte. Donc je me dis, au lieu de m'arrêter là, je vais prendre le niveau 2. Et là, je tombe sur Cyril. Donc j'avais pris un niveau... À l'époque, je faisais du golf. Enfin, j'en fais encore un petit peu, mais je m'intéressais beaucoup au golf. Parce que c'était un mouvement qui était... du coup, après les préférences motrices, je trouvais intéressant de pouvoir essayer de comprendre un mouvement, mais où il n'y avait pas trop de parasitage, c'est-à-dire pas d'adversaire, pas de partenaire, pas de pression de temps, voilà. Et je trouvais que le golf, c'était le bon sport pour ça, en fait. Donc je m'y suis mis, puis j'ai essayé d'adapter un petit peu l'aérien-terrien, mais c'était après le niveau 1, donc c'était un peu le bordel dans ma tête. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais faire les 2 niveaux golf, justement, à Bordeaux avec Cyril. Et là, autant avec toi, j'avais pris une claque, mais t'avais été gentil. Avec lui, j'ai pris une claque, mais c'est lui qui me l'a mis, mais frontal. Directement, vraiment frontal.
On parlait du deadlift, des dos droits, je me souviendrai toujours. On sort de cette salle, on va vers le practice de golf. Puis je dis, Cyril, tu sais, moi je me sens quand même un peu expert dans le mouvement. Ça fait plus de X années que je m'intéresse à ce mouvement, ou que quand je coach, je vais prendre des informations ailleurs, j'essaye de regrouper. Et puis je viens avec mes grands principes que lui déteste, avec mes grands modèles, et je lui dis, bah ouais, tu dis qu'un deadlift, ça peut avoir le dos droit, mais bon, non, normalement le deadlift, enfin, tu peux avoir le dos rond, mais un deadlift, c'est quand même un dos bien droit. Je suis quand même, et là, je suis quand même expert dans le mouvement. Et là, il me regarde, il dit, mais t'es expert en quoi, toi? T'es expert en rien. Et là, en fait, en me disant ça m'a fait vraiment du bien, parce que sur le moment, ça me fait pas du tout du bien. Je disais, mais c'est qui ce type, quoi? Je te montrerais bien ses lunettes, et il m'énerve. Mais en fait, il avait dit doucement et gentiment ce qu'il fallait que moi j'entende à ce moment-là. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai acquis de la connaissance pendant X années que, je dois m'arrêter. Alors tout le monde le dit, mais il y a peu de monde qui le fait en réalité. On reste souvent sur ses acquis. Et puis bien sûr, il ne s'est pas arrêté là, c'est qu'on a continué à discuter, mais moi dans ma tête, la conversation, elle s'était arrêtée là. Mais en réalité, on a quand même discuté, il m'a fait comprendre que oui, j'étais pas expert dans le mouvement, mais parce que je voyais le mouvement. Après, il m'a donné l'explication de cette phrase, c'est que il m'a dit, tu vois le mouvement de manière trop analytique en fait. Tu as l'impression de savoir ce que c'est un deadlift parce que tu connais la règle du deadlift. Tu connais potentiellement, et peut-être que toi, et effectivement, moi je suis terrien à droite, ça me va très bien d'avoir un dos qui est bien droit parce qu'en plus je suis un peu en surextension, donc j'utilise un peu ce dos qui est très dynamique. Mais il me dit, mais c'est pas parce que tu comprends le monde de manière analytique et de manière très détaillée que tu as raison dans le mouvement global. Et c'est ça qu'il voulait m'expliquer en fait à ce moment-là. Sauf qu'il l'a dit à sa manière, et puis voilà. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là, alors il m'a fallu quand même 4 jours de digestion après ces 2 niveaux, mais c'est là que j'ai compris que ce que j'avais appris pendant toutes ces années, c'était pas perdu. C'était juste en fait ce que j'avais appris. Mais c'était juste sur 50% des gens que je voyais. Mais je n'avais pas l'explication sur les 50 autres pourcents. Et lui, sa manière d'approcher avec les préférences motrices, c'était de se dire, on est tous différents, mais on peut tous tout faire en même temps. Mais on a des gens qui sont plus adaptés à certains mouvements, d'autres qui peuvent un peu tout faire, c'est ce qu'on appelle les adaptables. Et donc au fur et à mesure, le niveau 1, le niveau 2, après j'ai fait le niveau 3, j'ai fait d'autres formations, je me suis rendu compte que voilà, le bagage que j'avais, il était très intéressant, mais il n'était pas suffisant. Et j'étais rentré tellement dans la technique et dans le précis, que j'en oubliais de regarder le mouvement. Et c'est là que j'ai compris que oui, j'étais pas expert du mouvement en fait, j'étais expert du détail. Mais le détail, finalement, ça m'aidait pas plus que ça puisque j'avais pas mes réponses. Ok. Et puis du coup, maintenant, en prenant en compte la manière globale de bouger, tu arrives à mieux individualiser. Comment tu fais concrètement pour franchement, alors, ça m'a mis du temps au début, et pour avoir discuté avec d'autres coachs, ça met du temps. Ça met du temps parce qu'il y a là d'abord cette acceptation de c'est une nouvelle connaissance, mais elle ne remet pas en cause ce que je connais. C'est juste un appui en plus pour pouvoir voir de manière globale un individu, et après tu amènes ta connaissance que tu as déjà acquise pour venir renforcer un petit peu cette individualisation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Enfin, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on individualise. Tu peux individualiser les exercices de manière classique. Donc en fonction de ton objectif, on va faire ça. Après, tu as l'individualisation de la consigne aussi. Je te disais tout à l'heure que je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes captent rien à ce que je raconte, alors que j'utilise des mots pour moi qui sont simples. Mais en fait, justement, ils sont simples pour moi. Ça ne veut pas dire que la personne, elle comprend ce que je dis. Elle comprend de manière générale, mais elle n'est pas capable de l'appliquer. Parce qu'elle ne le ressent pas. Et donc l'individualisation, maintenant, elle passe aussi par la consigne. C'est que je ne vais pas donner une consigne, la thématique de la consigne, elle est identique à tout le monde, mais par contre, je vais utiliser des mots, je vais utiliser des intonations, je vais utiliser des formulations de phrases qui ne sont pas les mêmes. Ok, alors par exemple, tu as un nageur aérien et un nageur terrien. Ok, et puis tu veux améliorer, je sais pas, la cadence de bras chez les deux. Ouais. Ça va être quoi la différence de consigne? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la première chose, c'est que les coachs, comment est-ce que tu expliques ça? Ils parlent avec leur connaissance, mais ils parlent aussi avec leur manière de penser. C'est-à-dire que si moi je suis terrien à droite et j'ai fait de la natation, c'est-à-dire que si je vais tomber
en coaching sur une terrienne à droite qui est nageuse, là, en reprenant ton exemple, pour moi, c'est tellement simple parce que c'est moi, en fait. Et donc, si je dois faire de la cadence, ben, je peux faire un peu d'isométrie, je peux faire de l'explosivité. Et j'aime bien utiliser ces deux manières-là. Alors, je peux faire de la cadence au niveau des jambes, je peux faire de la cadence au niveau des bras. Ça dépendra un petit peu, et ça, on va peut-être y revenir par la suite. Ça dépend de ce que le sport demande à l'instant T, et puis en fonction de ce que l'entraîneur veut, en fait, de cette nageuse. Mais globalement, je partirais du principe que, ok, j'ai une terrienne ou un terrien, j'ai un aérien ou une aérienne. Donc je sais que l'une va faire plus de flexion, l'autre plus d'extension. Je vais aller m'orienter vers la laxité aussi. Je vais voir s'ils sont laxes ou pas laxes. C'est pas facile d'individualiser et de répondre comme ça, parce que, en fait, ça dépend tellement de l'instant T. C'est-à-dire que individualiser, c'est facile. Dans le sens où tu veux faire de la natation, ok, tu veux faire de la cadence, on va augmenter tout ça. Mais ça, c'est l'individualisation de manière générale. L'individualisation, elle se passe avant tout à l'instant T. C'est-à-dire que si j'ai ma nageuse qui arrive, au-delà du fait qu'elle soit aérienne, au-delà du fait qu'elle soit terrienne, peu importe, c'est si elle est blessée ou pas, bah ça va changer complètement ma manière d'individualiser la chose. Est-ce que si elle est terrienne par exemple, et qu'elle est hyper laxe, tu me prends la natation, c'est parce qu'en natation, on voit très souvent à très haut niveau beaucoup de taux de laxité. Bah, si elle commence à se blesser, peut-être que son côté terrien, donc en flexion, plus son côté hyper mobile, hyper laxe, amène un excès de blessure. Alors je pourrais me dire, l'individualisation, c'est « ah bah elle est terrienne, je vais faire du terrien ». Donc, elle a besoin de gainage, je vais faire beaucoup d'isométrie, je vais faire beaucoup de force, en poussée par exemple. Ça, ce serait limiter l'individualisation. Ce serait dire, elle est terrienne, donc je fais du terrien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, elle est terrienne, ok, mais à l'instant T, elle est blessée. Elle est blessée par quoi? Ben, potentiellement par son hyperlaxité et son côté trop de flexion. Donc, je vais aller mettre de l'aérien. Je vais aller mettre du rebond. Alors, c'est contre-intuitif de base, mais j'irai plutôt vers ça. Si je fais ma séance terrienne, ben, je vais parler comme un terrien, entre guillemets, mes consignes. Donc, ça va être plutôt lent, plutôt posé, je vais parler au niveau musculaire, je vais faire des gestes qui vont montrer qu'il y a de la contraction musculaire. Je vais parler de termes comme lourd, comme ancré dans le sol. Ça me va bien parce que ça me correspond, donc en fait, je vais utiliser des pieds qui tapent sur le sol pour montrer que c'est lourd. À l'inverse, là où je suis moins bon, c'est quand je dois individualiser sur de l'aérien, parce que c'est pas moi. Alors je dois dépenser, moi, un peu plus d'énergie pour individualiser sur de l'aérien, mais je vais avoir une dynamique de parole qui est beaucoup plus dynamique, justement. Je vais essayer de montrer que je me grandis un peu, que je suis un peu plus léger. Tous mes exercices vont passer plutôt sur du rebond, mais même quand il y a un peu d'ancrage, je vais essayer de garder ce rythme que j'ai dans ma voix. Donc là, la manière dont je parle, là, pour l'instant, c'est plutôt de l'aérien. Ce serait quelque chose qui impacte. Mais en terrien, je viens me poser, en fait. Et en fait, j'ai une voix qui change. J'ai une voix qui paraît un peu plus grave. Alors, au début, je devais un peu me forcer pour le faire. Aujourd'hui, ça paraît naturel. Parce que si tu exploites la contraction musculaire longue et lente, tu peux pas avoir un système qui parle très vite et qui vient taper comme ça. C'est pas possible. C'est pas cohérent, en fait. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui, que ce soit par la parole, que ce soit par ma manière d'être, que ce soit évidemment par les exercices, qu'ils soient plus terriens, plus aériens, mais toujours au regard de l'instant T, individualiser, aujourd'hui, c'est top. La première chose que je prends en compte, et que j'ai très longtemps mis de côté, c'était, est-ce que l'exercice qu'on est en train de faire là, il te correspond en fait? Est-ce que tu aimes bien ce qu'on fait? Parce qu'une préférence, avant tout, c'est ça. Souvent, quand on met les aériens dans un système aérien, ils aiment bien. Terrien, on met terrien, ils aiment bien. Bien sûr, l'aérien qu'on met trop en aérien, il a mal, il se blesse, enfin potentiellement, donc il ne va pas aimer. Mais en fait, il est en train de te dire que le système de rebond, il aime bien, il aime ce côté dynamique, mais ça lui fait mal pour l'instant. Mais donc très souvent, tu regardes la tête de la personne et elle te dit tout de suite si elle aime ou elle n'aime pas. Et donc, maintenant, je n'arrive plus trop avec mes grands principes d'individualisation. Ils sont toujours dans ma tête, je les utilise. Mais avant tout, c'est j'écoute ce que dit la personne. Et après, je prends ce fameux triangle
donc, on appelle ça le triangle des motricités ou le triangle Volo-Dallon ici, avec les 3 points cardinaux. On a le passé qui est les préférences, et puis on a l'instant T, c'est qui tu es aujourd'hui, est-ce que tu es blessé, pas blessé, est-ce que tu es dans ta motricité ou pas, et puis le futur, c'est ton objectif. Ça, c'est quelque chose que j'utilisais déjà avant, mais sans le comprendre précisément. J'avais pas déjà le passé. Le passé, c'était plutôt quelle est ton expérience, quelle est ton expérience dans le monde du sport. Ok, j'ai fait beaucoup de natation, je fais de la musculation, j'aime quand c'est lent, j'aime quand c'est lourd. Ok, dans ma tête, ça voulait pas dire terrien en fait. Ça voulait juste dire t'aimes quand c'est lent, t'aimes quand c'est lourd. Aujourd'hui, l'instant T, c'est quoi, t'es qui? La blessure, fallait encore avoir des notions de blessure, donc il fallait aller chercher des formations qui sont liées à la blessure. Et puis l'objectif, ça a toujours été pris en compte. Donc aujourd'hui, individualiser l'entraînement par rapport à ce triangle, c'est facile. Mais facile ne veut pas dire que c'est simple. Dans le sens, je m'explique. C'est que au plus tu as de la connaissance, au plus tu essayes de créer des liens. Au plus tu crées des liens, au plus ça devient complexe. Il me semble que c'est ce que Cyril appelle il avait un graphe comme ça, où ça te montrait que dès que tu as la connaissance au départ... Le pic de la stupidité, c'est ça? Ouais, alors c'est ce qu'il appelle le pic de la stupidité, mais je ne sais plus, c'est Dunning-Kruger, je pense. Et puis, c'est vraiment ça, c'est quand tu as une connaissance au début, tu as l'impression de tout connaître. Et puis, au plus tu creuses, parce que tu ne te rends pas compte de la complexité, tu creuses, et en fait, tu te rends compte que c'est de plus en plus complexe, tout commence à se mélanger, et puis tu te dis, en fait, je comprends rien. Et puis avec le temps qui passe et l'expérience, tu reviens à la même hauteur que ce pic, mais cette fois-ci, tu n'es plus dans le pic de la stupidité, tu es le pic dans la connaissance. Parce que tu as mis du temps. Et en l'occurrence, c'est ça, c'est que les préférences motrices, c'est simple en soi. C'est de se dire, comment bouge mon patient ou mon client, qu'est-ce qu'il a besoin à l'instant T, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait vibrer. Donc c'est simple de le penser comme ça. Mais au plus tu mets au regard de tout ça, toutes les connaissances que tu as, au plus ça devient complexe parce que tu commences à faire quelque chose de plus précis. Et donc, c'est simple à comprendre une préférence, mais pour mettre en place au regard d'autres connaissances, ça demande évidemment du temps et de l'expérience, mais ça c'est comme tout. C'est comme tout. Ok. Du coup, tu parles de terrien égale plus fort et puis aérien égale plus rapide, par exemple. Ouais. Donc, ce qui voudrait dire que si tu prends le rapport entre la force et la vitesse, donc la courbe de puissance, ouais. Le pic de puissance interviendrait peut-être pas au même endroit, entre terrien et aérien. Donc, est-ce que déjà tu vas travailler de manière différente pour optimiser la puissance chez un terrien et chez un aérien? Et est-ce que les étapes de ta planification pour arriver au niveau optimal de puissance vont peut-être être différentes entre terrien et aérien? Ou alors est-ce que tu prends pas en compte ça du tout? Si, mais justement, cette histoire de planification, par contre, elle n'a rien à voir avec l'aérien et le terrien. Par exemple, ce que je vais me dire, c'est que la première chose, c'est l'aérien, ça va être plutôt un système de rebond. Je vais l'optimiser dans un système de rebond, de restitution d'énergie. Ça veut dire aussi que va y avoir un tendon ou une chaîne musculaire qui va s'étirer et renvoyer très vite. Ça veut dire que, donc c'est ce qu'on appelle grossièrement de la pliométrie. Avant d'aller chercher cette pliométrie, et si je veux augmenter ma puissance, je pourrais travailler par exemple en pliométrie. Mais avant d'aller peut-être ajouter un peu de charge sur cette plio très légère ou augmenter la hauteur à partir d'un contre-mouvement jump ou d'un drop jump, je dois être sûr que mes muscles sont capables d'acquiescer autant de force. Et donc là, c'est le principe clair que est-ce que à l'instant T, est-ce que mon athlète est capable de subir autant de force? S'il ne l'est pas, je vais retravailler. Donc c'est pas impossible qu'avec un aérien, je refasse un travail très excentrique. Alors vous allez dire ouais, mais l'excentrique c'est plutôt des longs temps sous tension. Je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est terrien pour autant. Ça veut dire que là, dans ce système d'optimisation du rebond, je peux tout à fait travailler en excentrique. Et ça, c'est indépendant de l'aérien, parce que je pourrais faire le même travail avec le terrien. Le terrien, donc si je reprends par exemple ton exemple, et si je prends l'exemple du sprint, par exemple. On se dit, le sprint, c'est Usain Bolt. Usain Bolt, c'est un système de rebond, c'est un système d'aérien. Oui, mais lui, c'est déjà un cas exceptionnel.
si tu prends l'ensemble des sprinteurs, alors je connais pas le monde de l'athlétisme par cœur et puis j'ai jamais fait tous les tests aérien-terrien, mais je me doute qu'il doit y avoir autant d'aériens que de terriens. Sauf que ils vont pas agir, ils vont pas exploiter leur puissance au même endroit. C'est que le terrien, il est plutôt en poussée, plutôt en ancrage. Ça tombe bien parce que le départ du sprint, c'est bien de la flexion. C'est de l'hyperflexion sur les starting blocks, c'est un centre de masse qui est très bas, et puis c'est je démarre à l'arrêt et je commence à pousser. Donc mon terrien, si c'est un sprinter qui vient et qui me dit j'aimerais bien être beaucoup plus puissant, je ne vais pas aller chercher un système d'optimisation du rebond chez lui. Je vais plutôt aller chercher sur les 40-50 premiers mètres cette poussée, et donc je vais retrouver mes squats, je vais retrouver mes fentes, on va retrouver des contractions concentriques avec aussi des contractions excentriques pour essayer d'améliorer un petit peu cette surface tendineuse ou cette acceptation du rebond qui va venir par la suite. Mais c'est un sprinter, donc je vais devoir aussi travailler avec un système de sprint, donc aussi un système de rebond. C'est juste que si je veux optimiser sa puissance, je vais plutôt la faire là où il est fort, c'est-à-dire dans de la poussée. Et puis bien sûr, je me mets toujours au regard de l'entraîneur. C'est qu'est-ce que veut l'entraîneur ? Est-ce que l'entraîneur il veut qu'il soit plus rapide au départ ? Est-ce que l'entraîneur veut qu'il soit plus rapide sur les 70 derniers mètres ? Enfin, sur les 30 derniers mètres, à partir du 70 mètres. S'il veut ça, je me dois d'améliorer quand même sa puissance aussi sur le rebond, un petit peu, parce que c'est le sport qui veut ça, c'est la nature qui veut ça, c'est obligatoire de rebondir un minimum pour pouvoir faire du sprint. Je connais aucun sprinter qui court au-delà de 39 ou 40 km/h et posant un gros talon. C'est un système tellement dynamique que ça va venir sur de la pointe de pied. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous aériens. Donc il y en a qui vont prendre plutôt devant, sur les 50 premiers mètres. Bolt, c'est plutôt sur les 50 derniers mètres, c'est même sur les 30 derniers mètres qu'il arrive à restituer son système d'énergie. Donc avec Bolt, si je dois optimiser sa puissance, je vais la faire sur du gainage pour éviter que ça parte dans tous les sens, mais je vais faire du gainage en extension plutôt que du gainage en flexion. Je vais travailler aussi un petit peu, parce qu'on le sait par exemple dans le sprint, il faut une bonne masse musculaire au-dessus pour limiter ce transfert de force droite-gauche ou en rotation. Et puis sur les jambes, je ne vais pas trop faire parce qu'à la base, il fait déjà ça toute la journée. Mais je vais rajouter un système, par exemple, d'optimisation qui serait plutôt pliométrique ou excentrique. Chez le terrien, je vais optimiser plutôt sur de la poussée, sur du renforcement en gainage en flexion, par exemple, pour avoir la différence. Et du temps de poussée qui sera plus long. Donc je vais avoir un peu plus d'isométrie, je vais avoir un peu plus de concentrique. Mais au regard toujours de son sport. Et puis si l'entraîneur veut qu'il soit un peu plus aérien, j'ai deux solutions. C'est je veux bien le rendre un peu plus aérien, mais un peu plus aérien que là où il est. C'est-à-dire, j'ai un athlète par exemple qui fait du 50 km en trail. Encore ce matin, on a fait des contre-mouvements de jump. J'ai pas mesuré au CMJ, mais honnêtement, s'il dépasse 20 cm, c'est déjà beaucoup. C'est quelqu'un qui est en fibre très lente, en fait, et ça va plutôt bien parce qu'il s'oriente vers essentiellement de la poussée, en fait, dans ses trails. Mais donc, aller faire de la pliométrie pour le rendre plus dynamique, ça n'a pas de sens, en fait, chez lui. Parce que déjà, passer de fibre lente à fibre rapide, c'est quasi impossible. Ou alors, le peu qu'on va gagner par rapport à l'énergie qu'on aura dépensée, en énergie et en temps, c'est pas rentable. Par contre, je peux optimiser chacune de ses poussées dans le sol. Et ça, c'est plutôt ce qu'on fait. Et depuis qu'on le fait là, il a une bonne maîtrise en fait de sa poussée. Et donc, il est plus puissant sur chaque appui. Et pourtant, j'ai pas utilisé de la pliométrie. Et d'ailleurs, si je fais de la plio avec lui, même si j'y vais graduellement, donc vraiment de manière progressive, il finit tout le temps par avoir une petite tension mollet. Il est en excès de rigidité aussi, donc ça, il faut que je prenne en compte. Et donc, voilà comment, avec de la puissance, qui est le terme général entre force et vitesse, il y en a un, je vais plutôt l'amener vers de la poussée, vers de l'ancrage, vers de l'isométrie, vers de la contraction concentrique, mais en allant chercher un peu plus aérien que lui-même aussi. Et puis de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est très en vitesse, et puis là, je peux optimiser sur un système de rebond. Mais là, évidemment, je t'ai parlé des gens qui sont très adaptés sur les côtés. Au milieu, tu as les gens qui sont adaptables et qui, eux, peuvent un peu tout faire. Et donc, eux, c'est super chouette parce que tu peux un peu tout faire et en fonction de
de l'endroit dans lequel ils sont en compétition, bah, je vais orienter un peu plus lourd, je vais orienter un peu plus léger. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Est-ce que tu dirais, par exemple, que le travail de force max, tu le réserverais plutôt, enfin réservé, tu le favoriserais plutôt chez les terriens, et puis le travail type lourd, léger, vulgaire, plutôt chez les aériens ou Non, pour moi, on peut utiliser les deux partout. C'est juste qu'on va devoir adapter de nouveau à la situation. Donc, tu vois, je t'expliquais que j'arrivais avec mes grands principes à l'époque. Ben voilà, je vais pas perdre ces principes-là de la force. Je peux faire autant un contraste de charge, donc un lourd léger chez un aérien que chez un terrien. Ça pose pas de souci. La différence, c'est que, quels exercices je vais utiliser pour ça? Donc, par exemple, mon terrien, je vais pouvoir utiliser une fente ou un squat profond avec un contre-mouvement de jump. C'est pas un problème. Je pourrais utiliser la même chose chez l'aérien. Maintenant, est-ce que je vais donner des consignes spécifiques sur le contre-mouvement de jump? Absolument pas. Parce que mon aérien, je m'attends à ce qu'il prenne, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, en aérien, je m'attends à ce qu'il prenne très peu de flexion dans le sol, qu'il soit très dynamique. Okay. Après, je peux aller chercher là où j'irai moins avec le terrien au niveau de la cheville, où j'irai plus en cuisse, même si je peux aller chez le terrien là-dessus, mais j'irai quand même plus la hanche et le genou plutôt que la cheville chez le terrien. Que l'aérien, j'irai plutôt chercher sur un genou-cheville et un peu moins sur les hanches. Mais le contraste de charge est tout à fait acceptable. Si je fais maintenant de la force max dit purement en concentrique, c'est-à-dire en poussée, si je reprends de nouveau mon squat, mais ça peut être autre chose, mais disons que le squat, il est tellement marqué par le manque de dorsiflexion, par exemple, de certaines personnes. Je peux faire le squat lourd avec les deux, c'est pas un problème. Mais là où le terrien va me poser beaucoup moins de soucis dans sa position de genou, d'ouverture de hanche, dans sa position de cheville, et du coup sur la flexion, l'aérien, je vois bien que si je lui demande la même chose avec la même charge, il s'écroule juste sous la barre. Donc je vais devoir adapter mon squat pour faire peut-être un squat un peu plus haut, un squat un peu plus ouvert. Et puis la question, c'est aussi de se dire, attention, parce que la force, donc si je fais un bloc de 8 semaines, donc 2 mois de force, je m'attends aussi à avoir une légère hypertrophie. Parce que la force vient aussi avec l'hypertrophie vient avec la force. Donc la question, c'est aussi de se dire, est-ce que mon athlète a besoin de force? Mais attention, est-ce que quelques kilos en plus ne sera pas désavantageux pour lui dans un système de rebond? Donc c'est pour ça que j'en reviens à dire que l'individualisation c'est facile, mais en même temps c'est complexe parce qu'il y a beaucoup à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais non, la force max, je peux la faire de la même manière globalement chez les deux, mais je vais prendre les motricités en compte et les ressources énergétiques aussi, les fibres lentes ou les fibres rapides. Ça va me donner aussi des exercices différents. Ok. Et là, par rapport à ces fibres rapides, c'est quoi? C'est indépendant ou est-ce que les terriens c'est rapide, les aériens c'est non, ou l'inverse, les aériens c'est fibres rapides? Non, tu peux avoir autant d'aériens en fibres lentes ou fibres rapides et puis inverse pour les terriens. Ça n'a rien à voir, c'est très génétique de base. Et puis, alors il y a pendant longtemps, alors c'est pas faux, hein, on peut passer de l'un à l'autre, d'un côté à l'autre et de l'autre côté à l'un. Donc on peut passer de fibre lente en fibre rapide, de fibre rapide en fibre lente. Sauf qu'il y a un côté, c'est super simple. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est en fibre rapide, vous pouvez le faire très facilement passer en fibre lente. Un sprinter qui se mettrait à l'endurance, en fait très vite il va changer ces fibres, alors en tout cas il va pas changer, c'est ça qui est important, c'est que il va pas devenir 100% fibre lente, c'est juste qu'il va devenir avec des fibres moins rapides, donc plus lent que ce qu'il est aujourd'hui. C'est toujours le fameux curseur. À l'inverse, le gars qui est tout lent, donc je reprends mon exemple de celui qui fait 20 cm de saut en contre-mouvement de jump, je pense que je peux passer une vie à essayer de le mettre en fibre rapide. 1, ça me servira à rien, mais 2, je perdrai du temps et de l'énergie pour gagner que dalle en fait, par rapport à ce système. Mais parce qu'il est très marqué. Après, il y a des gens qui sont un peu au milieu, qui peuvent se balader un peu plus facilement, donc de nouveau on est sur le curseur, un peu plus facilement en fibre rapide, fibre lente. Il y avait là on est en train de faire justement la capsule sur la force, et puis donc on est pas mal sur ces fibres rapides et lentes. Et puis il y avait une phrase, il disait que tous les entraîneurs d'athlétisme vous le diront, on peut rendre quelqu'un
en fibre rapide, donc on peut le rendre un peu plus rapide, mais on ne peut rendre sprinter que les gens qui sont déjà en fibre rapide. Et donc ça c'est super important de comprendre, c'est que il y a aussi une part de génétique. Alors vous faites votre contre-mouvement de jump, vous êtes à 45 cm. Par rapport à la population de votre classe, par exemple, quand on faisait ça en haute école, on mesurait, et puis moi je suis plutôt en fibre rapide. Mais en fait je suis en fibre rapide par rapport aux gens qui m'entouraient. 45 cm, j'étais pas mal. Mais face à un mec qui fait 55 cm, qui lui est un vrai fibre rapide en sprinter, mais j'ai aucune chance en sprint. En fait, même avec la meilleure des techniques, je peux jamais prendre... Enfin, c'est difficile de passer de 45 à 55 cm en contre-mouvement de jump. Donc, faut toujours prendre la personne qui elle est à l'instant T. Est-ce que tu as des fibres rapides, des fibres lentes? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et quel temps me sépare de ces deux-là? Et donc, est-ce que c'est utile de le faire ou pas? Qu'est-ce que je vais gagner, mais surtout, qu'est-ce que je vais perdre en termes de temps et d'énergie? Et du coup, ça pose la vraie question de est-ce que tu es au bon sport? Est-ce que tu es dans ton bon sport? Je doute qu'un sprinter... Enfin, on reprend mon athlète là, à 20 cm. Si lui, un jour, il me dit « je veux faire du sprint », oublie. Tu peux faire du sprint si tu veux, mais tu seras toujours nul en sprint. Parce que le sprint, c'est bien un système plutôt rapide de renvoi. Il y a un moment, même si c'est un système de poussée au début, c'est quand même de la poussée rapide. Donc il faut que le mec il soit vraiment en fibre rapide. Et lui il est en fibre lente à 20. Donc non, c'est pas possible. Lui il pourrait pas le faire. Donc c'est toujours important, on revient sur ce triangle, c'est qui tu es à l'instant T, qui tu étais, et puis c'est quoi ton objectif, et est-ce que c'est cohérent d'aller chercher ça en fait. Et parfois on se plante un peu là-dessus, je trouve. C'est vachement intéressant, parce que sur les aspects un peu génétiques et prédéterminés, il y a la même chose avec la morphologie. Par exemple, tu parlais de grandes jambes Oui. ou de petites jambes. Alors peut-être une question un peu piège. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu dirais, parce qu'on voit facilement plutôt les aériens avec des muscles un peu plus fins, plus tendineux, et puis des jambes un peu plus longues, puis t'as rien un peu inverse. Est-ce que si ton objectif c'est la prise de masse, ouais. C'est quoi la différence entre terrain aérien sur la prise de masse? Eh ben moi je vais te dire, j'ai rencontré des bodybuilders. En fait, c'est assez... Au départ, on dit quand même que visuellement, il y a moyen, dans un premier temps, d'estimer si c'est plus terrien ou plus aérien. Plus terrien, on s'attend à plus de flexion, plus de masse musculaire, c'est un peu plus lourd. Que ce soit rapide ou lent, ça ne veut pas dire qu'il est lourd dans sa manière d'être, c'est qu'il impose un peu plus de volume. Et l'aérien, on s'attend un peu plus léger. Et quand bien même, j'ai vu des bodybuilders 100% aériens à droite, donc tu les vois courir, ils rebondissent, mais tu vois bien qu'ils sont devenus tellement lourds que ça rebondit plus. Mais tu les mets dans les tests aériens, ils sont méga forts. Et pour l'anecdote, il y a un bodybuilder que je connais, donc c'est passé 100 kilos, c'est des compétitions et ainsi de suite, c'est vraiment énorme. Tu le mets en position de squat, tu souffles dessus, il tombe. C'est un aérien à droite, avec un petit réflexe de Moro en plus. Et donc quand tu lui dis, mais c'est quoi tes entraînements? Tu fais beaucoup de squats? Non, j'en fais jamais, je déteste ça. Et toi, tu te dirais, il doit être super puissant, squat. Que dalle, il est nul. Mais il est nul parce que, en fait, c'est déjà pas trop sa motricité de base, parce que dans le monde du bodybuilding, c'est plutôt lent, c'est plutôt lourd, donc on va chercher plus de flexion. Lui, il s'éclate en fait, il n'y arrive pas du tout. Donc il va préférer la presse où il est bien calé dans son siège, il peut pas tomber en arrière, et là il va pousser 200, 300, 400 kilos, et ça c'est pas un problème. Donc, reviens sur la question, c'était quoi? Est-ce que les terriens, si tu veux faire un travail de masse, par exemple, t'as une personne qui vient et puis qui te dit ok, je veux avoir des biceps, je veux avoir des pecs, puis tu te rends compte que c'est un aérien et puis qu'il a que dalle, est-ce que tu lui dis ok, t'as aucune chance? Ou est-ce que non, c'est pas parce qu'il est aérien qu'il peut pas prendre de masse? Alors, un aérien peut prendre de la masse, c'est pas un problème. Après, de ce que j'ai observé, c'est que sur le haut du corps, ça change pas grand-chose. Que tu sois aérien ou terrien, tu peux développer facilement de la masse musculaire à partir du moment où tu le fais correctement. Okay, donc ça c'est toujours important, c'est qu'il y a encore une bonne manière de le faire. Sur les jambes, j'ai toujours l'impression, alors au niveau des cuisses, ça passe encore plutôt bien. Même les aériens peuvent avoir des très grosses cuisses. Et c'est plutôt au niveau des mollets que ça se joue. C'est qu'on trouve pas mal de mollets différents. Mais après, de manière générale, les muscles sont différents. Mais pour moi, un aérien peut autant prendre de la masse. Par contre, est-ce qu'il va bien se sentir avec ce système très lourd et très lent?
C'est surtout ça la question. C'est que moi, quand je travaillais dans les fitness à l'époque, je me rappelle très bien qu'il y a des gens qui viennent comme ça pour prendre de la masse. On leur fait des super bons entraînements, ils mangent très bien, et 3 ans après, ils sont comme ça. Ça n'a pas bougé. Alors ça n'a pas bougé, pourquoi? Mais parce que est-ce que c'était vraiment des bons entraînements qu'on leur a donnés? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'ils kiffent en fait faire ça? Parce que pour faire du body, ou pour prendre de la masse, il faut quand même pousser. Et pour pousser, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est une zone de confort qui est terrienne. Le bodybuilding, c'est un monde de terrien. Donc à partir du moment où tu es aérien, il y en a plein qui signent un abonnement puis qui arrivent là et qu'est-ce que je fous ici moi? Je suis pas à ma place. Mais oui, mais parce que c'est un monde lourd, c'est un monde lent, c'est un monde de poids. Donc oui, un aérien peut le faire. Est-ce qu'il va prendre plus de temps qu'un terrien? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il va prendre du plaisir? Là, je suis pas convaincu. Parce que son système, il sent bien que c'est un système léger et de rebond, et en fait, il va rajouter de la masse. Mais après, ça dépend pourquoi il le fait, prendre de la masse. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème avec le regard des autres? Parce qu'on a ça souvent, les gens qui sont très très minces. Et au lieu de rester dans ce système mince, ils vont vouloir prendre du volume pour justement dire regarde comment je m'impose face au monde. Et puis en fait, ils sont pas très bien. Mais ils paraissent beaucoup mieux, mais tu vois bien que dans le corps, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent entre ce système de rebond et beaucoup plus lourd. Mais pour moi, tout le monde peut prendre de la masse. Ça, c'est pas trop... Ok, alors pas trop un critère. Moi, je te pose une dernière question, ça te va? Alors on a beaucoup parlé donc d'individualisation. Alors on conçoit bien l'individualisation en one-to-one quand on est avec une personne où on va individualiser les exercices, on va faire attention. Tu parlais des consignes, donc c'est assez facile quand il n'y en a qu'une personne en face de nous, mais la plupart du temps on a peut-être dans le meilleur des cas 3 à 4 personnes. Voilà comment on fait, et puis surtout dans les sports co où on peut se retrouver avec 15 ou 20 personnes en même temps. Alors comment tu ferais toi pour individualiser, respecter le fait que les personnes soient terriennes ou aériennes, respecter la discipline, puis en même temps proposer des types d'exercices différents, des consignes différentes, individualiser l'entraînement pour des groupes? Alors de nouveau, c'est facile et c'est pas facile. C'est facile pour déterminer les aériens et les terriens dans un groupe. Au-delà même des tests, en fait. Moi, j'ai fait l'expérience au tout début que je travaillais ici. Je travaillais en même temps à la Fédération de football suisse, chez les jeunes, en fait, chez les 13-14 ans. Et donc, c'était déjà des questions qui étaient posées sur le groupe, comment est-ce que je peux individualiser. Et je me suis dit, on peut faire en fait des exercices collectifs. On fait tous le même, mais avec des variations dans cet exercice, et puis on regarde qui aime quoi. En réalité. Donc, on partirait pas d'un test protocolé, on partirait d'une sensation que la personne est là, en faisant l'exercice. Et donc, ils avaient 13-14 ans, donc je me suis dit, je vais prendre la marche des animaux, avec des animaux en extension, des animaux en flexion, et je vais voir un peu qui aime quoi. Et donc, j'ai commencé par faire les exercices du kangourou, on reste très haut, on rebondit. Tiens, qui aime ça, qui aime vraiment ça? Alors déjà, tu le vois. Tu vois ceux qui sont coordonnés à sauter, puis tu vois les autres. C'est un peu plus compliqué. Mais au-delà de ça, au-delà du fait de ce que tu observes, qui t'aime? Est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas? J'aime, ok, mets-toi là, j'aime pas, mets-toi là. Okay. Ou alors tu leur dis, retiens. Tu vois, retiens, j'ai aimé faire ça. Ok, on va passer sur la marche du crabe, qui est beaucoup plus en flexion avec une grosse force abdominale. On va marcher sur le lapin, qui est de la flexion, mais avec un peu plus de rebond. On va faire le guépard, qui est beaucoup plus de flexion. On va aller jusqu'au sol, mais vraiment couché avec le crocodile ou avec le serpent et tout. Ok. Et puis, tu poses la question de manière générale. Qui a aimé ce qui se passait au sol? Puis qui a aimé ce qui se passait plus en l'air, en tout cas? Et là, en fait, tu peux déjà faire un gros lien entre les aériens et les terriens. Après, tu ne sais pas encore qui déteste aller au sol et qui adore aller en l'air. Donc, il y a encore les aériens à droite, les aériens à gauche. Mais dans un groupe, moi, au départ, ça me suffit déjà de savoir qui préfère de la flexion et qui préfère de l'extension. On va essayer de vérifier ça sur des exercices. Et donc, tu peux faire un premier parcours, nous, c'est ce qu'on avait fait avec l'entraîneur de foot. Premier parcours, très terrien. Deuxième parcours, très aérien. Premier parcours, c'était on vient faire des squats au-dessus d'une haie, mais on reste quelques secondes en bas. On attend, on sent que ça chauffe. Puis on doit pousser, on ne doit pas pousser très haut. Puis parfois, on doit pousser plus en avant. Okay. Des changements de direction aussi, est-ce que tu préfères aller vers l'avant, est-ce que tu préfères aller vers l'arrière? Et puis après, on fait un autre système qui est beaucoup plus en rebond. Donc il y a beaucoup plus de cadence, il y a beaucoup plus de rythme, il y a beaucoup plus de rebond.
Et puis on repose les mêmes questions. Qui a aimé les exercices en flexion dans le sol, là, des animaux? Puis qui a aimé ce circuit-là? Et donc ceux qui ont aimé ça plus ça, on s'attend à ce qu'ils soient peut-être plus terriens à gauche. Donc les plus en flexion. Et puis après on fait la même chose. Qui a aimé ça, mais qui a aimé aussi le rebond? Qui a aimé la flexion, mais qui a aimé le rebond? Donc on peut estimer qu'ils sont plus ou moins au milieu. Et donc tu arrives à faire 4 groupes. Alors c'est pas aussi facile que ça, hein. Ça se fait pas de manière, il y en a pas 50, 50, 50, 50, c'est pas 25, 25, 25, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais tu vas retrouver des gens qui préfèrent rebondir, qui ont aimé beaucoup plus le système de rebond là, et qui ont aimé tous les animaux qui sont au-dessus. Et après, quand tu fais les exercices, eh ben donc de foot, en l'occurrence c'était au football, donc tu dis ok, ben maintenant, tu leur dis, toi, tu retiens le mot terrien, toi tu retiens le mot aérien, c'est juste ça. Ils ont 13 ans, tu vas pas leur casser la tête avec plein de systèmes. Tu leur dis juste retiens ça. Et puis par exemple, quand on fait les accélérations au foot, qui sont en mode stand-by, eh ben, on va dire, ok, avant l'accélération, les aériens, vous allez sauter un peu sur place, vous allez activer ce système de rebond, et puis vous allez vous mettre en place, vous allez courir. Et puis vous faites n'importe quel exercice derrière. Les terriens, vous allez faire tout l'inverse. C'est que vous allez vous ancrer dans le sol, vous allez vous sentir très lourd, à l'arrêt, et puis de là vous partez. Et donc voilà, mais ça se fait honnêtement en une demi-heure, tu peux avoir scindé en gros le groupe en deux. Et après tu mets tes exercices en place. Et après, ben moi ce que j'avais fait, c'est après chaque entraînement, j'en prenais 3 ou 4 sur le côté, je les testais, mais de manière très simpliste, je prenais 4 ou 5 tests, ça allait très vite, et puis je lui disais, ok, garde le mot terrien en tête, ça te va bien. Okay, ça ne le perturbe pas. S'il y avait un changement qui s'opérait à ce moment-là, c'est-à-dire que il avait aimé tout ce qui était en flexion, il avait aimé tout ce qui était les animaux au sol, le circuit en flexion, et je le teste aérien. Je dis, sans m'avancer trop, parce qu'il faudrait faire plus de tests en individualité avec lui, je lui disais, toi en fait tu peux faire un peu les deux. Essaye de temps en temps le terrien, essaye de temps en temps l'aérien, puis regarde ce que ça donne. Donc quand tu entends des consignes qui sont différentes, mais ce pas des grandes consignes vraiment très spécifiques, c'était parfois très, très simpliste, comme le rebond ou puis dans le sol. J'avais notamment sur un gars qui était axial et puis un gars qui était radial. Et sa maman m'explique, et je comprends pas, parce que lui, quand il est à droite, le long de la ligne, il court jusqu'à atteindre le point de pénalty, et il se retourne jamais sur la gauche. Et je lui dis, et donc je l'avais testé, et en gros, si tu veux, lui, il était radial. Donc, quand il se faisait coincer à droite de la ligne, à droite, il y avait la ligne, et puis à gauche, il y avait l'adversaire, il était paniqué parce qu'il sentait qu'il était bloqué, et donc il était tout droit, il se retrouvait au point de corner, et puis il était bloqué au point de corner. Je lui dis, maintenant, dès que tu as la balle, la première chose que tu fais, c'est que tu te tournes. Donc tu fais dos à la ligne, et tu fais face à ton adversaire. Et en fait, il se sentait beaucoup plus libre parce que ces deux couloirs, à droite et à gauche, étaient complètement libres. Et donc, il n'allait plus vers ce point, il n'allait plus se bloquer là-dedans. Donc, en groupe, tu peux le faire de manière très simple, quelques exercices, et puis tu sépares en deux. Et puis après, tu les prends en individualité, et avec l'entraîneur, tu lui dis, lui, qu'est-ce que tu as déjà remarqué sur le terrain? Ah, il fait pas ça, et puis tu discutes avec l'entraîneur en disant, pour moi, c'est normal, ou pour moi, c'est pas normal, et tu individualises comme ça. C'est pareil avec les gardiens. Il y avait les jeunes gardiens qui s'entraînaient à côté de nous, puis tu avais toujours l'entraîneur qui disait non mais attends en rebond. Et puis je me rappelle bien, et je dis pas que c'est un petit gros, mais tu voyais bien que dans sa manière de se posturer, la première chose qu'il faisait, si tu lui demandais rien du tout, il allait s'ancrer dans le sol pour attendre la balle. Et l'entraîneur lui disait tout le temps, mais essaye de rebondir, sois actif en attendant la balle. Puis ça n'allait pas, il aimait pas. Et donc là, j'allais lui dire, je lui dis, écoute, je veux pas m'imposer, parce que l'entraînement des gardiens, c'était vraiment différent de nous, donc j'allais pas m'imposer en disant, écoute, fais ça. Je dis, mais si il se met en flexion tout seul, peut-être qu'il aime ça en fait. Peut-être, essaye de lui demander s'il préfère pas le faire. Et puis toi, est-ce que tu t'es vraiment posé la question, est-ce qu'il est pas meilleur quand il fait ça? Que de vouloir le faire rebondir, comme peut-être toi tu le verrais, et en fait il est moins performant. Peut-être toi ça te paraît plus beau à voir, mais c'est moins performant. Et donc voilà comment d'un groupe tu peux individualiser quand même les entraînements, et après tu peux individualiser du coup, mais ça demande un peu plus de temps,
c'est que tu commences à les connaître et donc tu individualises les consignes pendant les matchs, par exemple. Donc tu vois, Loris, justement, qui n'arrivait pas à se tourner parce qu'il était bloqué, je lui disais, toi, dès que tu as le ballon maintenant, quand tu te retrouves dans cette position sur la ligne, tourne-toi. Et pareil, lui, c'est un aérien à droite, plus, il adore être en sprint tout le temps. Et puis, son entraîneur, il lui disait, mais arrête de courir partout. Mais non, mais il a besoin de courir partout, il a besoin d'être tout le temps en mouvement. Donc lui, je lui disais, au lieu de courir, quand tu attends le ballon, fais quelques rebonds en fait sur place. Reste actif sur ce système de rebond. Et il se sentait beaucoup mieux. Et puis aujourd'hui, il a atteint les moins de 15 au FC Sion et tout, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est pas pour me vanter, hein, mais disons qu'on avait fait du bon. Et en fait, surtout, on avait le bon retour des élèves, enfin des footballeurs. C'est j'aime ce que je fais, j'aime les exercices. Et il le disait aussi aux parents, puis les parents nous le disaient. Donc il y avait vraiment la connotation, la première des victoires, c'était j'aime ce que je fais. Je suis pas en lutte permanente de travailler à l'opposé de moi-même. Et puis ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Donc si on arrivait à ce que les athlètes détiennent la vérité, entre guillemets, et que toi, avec tes connaissances, tu sois pas là pour dire non, c'est moi qui ai fait des études, c'est moi qui ai raison, tu viendrais plutôt en c'est quoi ta vérité au regard de ce que je connais, comment est-ce qu'on peut mixer les deux? Et ça, pour moi, ça, c'est l'individualisation. Qu'elle soit en groupe ou individuelle. C'est le mot de la fin ou tu as un dernier conseil à donner? Non, ça peut être le mot de la fin, c'est pas mal comme fin. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ne pas penser qu'on est plus intelligent que la personne qu'on entraîne. On pense qu'on est plus intelligent parce qu'on connaît beaucoup de choses, et ce qui n'est pas faux en soi. Tu connais sûrement plus de choses sur le mouvement et l'environnement humain, mais tu connaîtras jamais aussi bien le corps que l'athlète lui-même. Super. Merci Joe. De rien, avec plaisir.